On va visiter la serre du parc du Moulin à Temps. Alors la serre, elle fait 600 mètres carrés, divisée en 3 parties. Alors la première serre qu'on a là, c'est tout ce qui est plantes succulentes, cactus, donc 12 degrés minimum, et ça peut monter à plus de 50. La deuxième serre, c'est le cœur de la jungle, le jardin d'hiver, serre tropicale. Et la dernière serre, c'est la même chose, sauf que c'est toutes les plantes qui vivent accrochées dans les branches. Donc on appelle ça les plantes épiphytes. Donc on va retrouver les plantes carnivores, les orchidées et les fougères arborescentes. Alors notre collection, ça représente environ 1500 espèces de plantes, ce qui fait en gros 6000 variétés, et ça représente une quarantaine de pays. Donc là on a une petite map monde. Tout ce qui est dans la première serre, c'est tout ce qui est bordure de désert. Voilà. Et les deux autres serres, c'est tout ce qui est tropical, donc tout ce qui est en vert foncé, un peu au-dessus et en dessous l'équateur. Voilà. Et la serre, elle est dans un parc de 15 hectares actuellement. Voilà. Alors là, à l'entrée de la serre, c'est un peu la vitrine suivant la saison. Actuellement, on a une collection de géraniums odorants qui servent pour les essences à parfum comme à Grasse, ils en utilisent beaucoup. Alors on en a plusieurs parfums, il y a la menthe, le chocolat. Par exemple, celui-là, il sent la pomme calvados, c'est très odorant. Après, à l'automne, on met une collection de coloquins des courges d'ornement au moment d'Halloween. Et dans l'hiver, on met la collection des cymbidiums orchidées de serre froide. Donc là, on les rentre, une fois qu'ils ont pris un petit coup de froid, on les rentre là. Et le choc thermique fait monter la fleur. Pendant 3 mois, on met une cascade de fleurs qui va du blanc au roux. Dans cette serre à cactus, le premier lot de plantes, ce sont les opuntia, qu'on appelle aussi les oreilles de Mickey pour les enfants, ou les raquettes. Donc ça, la plus connue, c'est celle qui est là, qu'on appelle la figue de Barbarie. Donc quand ça fleurit, on a des petites fleurs jaunes et après des fruits qui se forment qu'on peut consommer. En Afrique du Nord, dans les Alpes-Maritimes, ils en mangent comme nous on mange des fraises. Alors une raquette par an, comme ça on peut voir qu'il a quelques années. Par contre, il ne faut pas les laisser trop monter parce que c'est fragile. Après on coupe à ce niveau-là et on peut faire des boutures avec la raquette. On la laisse tranquille à 1 mois, qu'elle se déshydrate bien. Après on la rempote et ça repart. Voilà. Alors, maintenant les euphorbes. Donc c'est un cactus qui pousse assez vite. Là, il peut pousser de 50 cm par an. Alors, par contre, quand on le coupe, il faut faire attention parce que si je fais une petite marque, on va voir le lait blanc qui coule. Donc très toxique. Évitez de s'en mettre sur les yeux ou sur les bras, ça brûle. Donc toujours avoir le jet pas loin pour dijonner, pour cicatriser. Par contre, même principe que les opuntia, on laisse sécher, on fait une bouture. Là, on est obligé de les couper régulièrement pour pas qu'ils s'en mêlent dans les rideaux qui servent d'ombrage et d'écran thermique pour la nuit. Voilà. Par contre, le fort, tant qu'il est vert, on coupe ça avec un sécateur. Mais si on l'attaque dans le bois, alors ça c'est très dur, comme du diamant. Là, la lame de la tronçonneuse est chaude. Alors, les euphorbes, on a aussi ce modèle-là qu'on appelle l'épine du Christ. Parce qu'en fait, la couronne à Jésus était faite avec ça. Voilà. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il fleurit toute l'année. Voilà. Alors d'autres modèles de forme, toujours pareil. Celui-là qui est un peu rouge. Même principe. On coupe, il y a le lait blanc, il faut s'en méfier. Maintenant, un lot, les coussins de belle-mère ou Echinocactus grusoni. Donc ça, ils arrivent à une 50aine d'années, maintenant ils vont pouvoir faire leur couronne florale. Des beaux spécimens. Et en parlant des belles-mères, on a aussi les langues de belle-mère qu'on appelle les sansevieria. C'est les langues de belle-mère. Les céréus. Alors là, c'est le vrai cactus du désert où il y a Lucky Luke. Donc lui, il pousse pareil comme ça. Et on peut le couper à cet endroit-là dans les hivers, en fait, encore mûr. Donc là, on voit qu'on a coupé, il a redémarré. Alors ceux-là, on en a un là aussi qui est très grand, qu'on coupera encore dans 1 an. Par contre, on peut voir que ça fleurit. On voit les petites fleurs. Et dehors, on a les mêmes qu'on appelle dans le jardin mexicain, et d'être dehors, ça les fait bien fleurir. Voilà. Alors
différents modèles, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une plante intéressante, les agaves du Mexique. Alors là-bas, il y en a des chantiers, parce qu'on utilise tout dans l'agave. Je dis toujours, c'est un peu comme dans le cochon, tout est bon. Alors on a déjà l'aiguille principale, là, si je tire dessus, je vais avoir la nervure qui vient avec. Ben avec ça, on peut faire de la couture directement, c'est du solide. Après, quand on récupère les fibres des feuilles, avec ça, on fait la ficelle de sisal. Ensuite, on enlève les feuilles, on garde le bulbe de la plante. Avec ça, on fait la tequila, ou du sirop d'agave, donc très consommable. Ça sert aussi le long des voies ferrées, on en plante pour pas que les animaux traversent, avec les grosses aiguilles, là, ils s'y frottent pas. Quand il fleurit, il fait une hampe florale qui monte à 4-5 mètres. Par contre, il signe son arrêt de mort. L'agave fleurit qu'une fois dans sa vie. Mais la hampe florale, une fois qu'elle est sèche, elle fait un bois très dur mais très léger. Donc on en fait des instruments de musique, genre didgeridoo. Maintenant, on a la tablette des cactus et succulentes naines. Alors, on a différents modèles, hein, avec des grandes aiguilles, des à poils blancs, d'autres avec des cheveux plus longs, donc, qui lui servent pour se protéger. Il fait comme une casquette. Là, on a un agave qui ressemble à la fleur de Victoria, d'où son nom, Victoria regina. Parce que la fleur de la Victoria qu'on verra plus tard fait ça quand elle est fleurie. On a des petits modèles comme le bonnet d'évêque, là, celui-là qui est fleuri, jaune, et là on a des fruits. Voilà. Maintenant les plantes à codex, plante originale, en fait on l'appelle la plante garde-manger. Là-dedans il y a à boire et à manger pour la plante, mais aussi elle est en forme de pierre. Là on a des vraies pierres, et ça c'est la plante qui fait ça. C'est un moyen de défense pour ne pas se faire manger par la petite souris du désert. Elle croit que c'est un caillou, elle passe tout droit. Alors c'est plante à codex, on a d'autres modèles, le jatropha, un espèce de gros oignon là. Tout ça, ça vit dans des pays en dessous du Yémen. Donc c'est des plantes endémiques de par là. Une plante intéressante, le Xerosicios, mais c'est surtout sa famille. Il fait partie des cucurbitacées, voilà, comme les cornichons, les concombres ou les melons. Mais lui, quand il y a eu la dérive des continents, il est parti du côté désertique. Donc il s'est transformé comme ça pour lutter contre la sécheresse. Un autre lot, les aloés. Et le plus connu, c'est l'aloe vera. Donc ça marche comment? Eh ben, on casse une branche, ça va couler gras. On peut l'utiliser directement sur une plaie pour adoucir. Et les Incas l'utilisaient déjà, donc c'est pas d'hier. Alors d'autres modèles hein, d'aloe, celui-là, celui-là, celui-là. Il y en a même un qui monte assez haut. Voilà, ça, le Martoli. Alors, comment on reconnaît les agaves et les aloés? L'aloe, lui, il fleurit tous les ans, mais il ne meurt pas. Et il pousse, il fait un tronc, alors que les agaves qu'on a vu tout à l'heure, eux, poussent en rosette. Tout l'été, nous vous proposons le mercredi des serres, donc à 15 h à l'entrée de la serre. Là, on vous fait une visite guidée d'1 heure pour vous raconter tout ce que vous allez voir sur ce film. Là, vous pourrez le voir en direct. Nous avons fini avec la serre à cactus. Maintenant, sans prendre l'avion, sans décalage horaire, nous allons faire beaucoup de kilomètres pour nous retrouver au cœur de la jungle. A tout de suite. Maintenant, changement de climat. Nous voici au cœur de la jungle, dans la serre tropicale. 18 degrés minimum et 90% d'hygrométrie. D'où la moiteur qui existe quand on descend de l'avion à l'île Maurice, ou la Réunion, ou la Guadeloupe. Tout ce qu'on peut voir dans cette serre, c'est tout ce qui pousse sous les grands arbres qu'on appelle la canopée. Alors ici, on n'a pas l'étage du dessus, des arbres de 45 à 50 mètres. On a déjà l'étage inférieur où on va retrouver les ficus qui poussent jusqu'à 25 mètres. Alors, le benjamina, c'est le plus connu, vous avez tous à la maison. Le ficus elastica, qu'on appelle le caoutchouc. Mais bon, rien à voir, on ne fait pas de voiture avec ça. Et là, on a un strelitsia géant. L'oiseau du paradis. Alors lui, il nous fait une belle fleur blanche et bleue de 25 cm de long.
Un premier arbre tropical dont on récolte les fruits, c'est le papayer, avec son beau tronc en forme de trompe d'éléphant. Et si on regarde bien dans l'air, on voit le lot des papayes. Donc là, elles sont vertes actuellement, mais on peut les consommer vertes. Les Asiatiques les mangent vertes en gratin, en râpé et autres. Par contre, quand elles sont oranges, bien mûres, les Sénégalais les aiment bien en dessert. Un premier arbre tropical dont on récolte les fruits, le papayer. Déjà avec son beau tronc qui ressemble à une trompe d'éléphant. Et si on suit, on monte et on peut voir les fruits. Il y en a un lot là, deux autres là. Alors là, ils sont verts. Donc au Vietnam, on peut les consommer vertes en gratin, en râpé. Et par exemple, au Sénégal, ils les mangent mûres en dessert. C'est une très belle feuille. Maintenant, on va parler de l'orchidée, mais c'est une orchidée grimpante et elle est très connue car avec son fruit, on fait les desserts, les gâteaux. C'est la vanille. Et là, actuellement, on en est au stade des gousses. On est obligé de la féconder nous-mêmes parce qu'il n'y a plus d'insectes dans la nature pour le faire. Donc c'est une petite opération chirurgicale, mais ça se passe bien. Et chaque année, la vanille fleurit et on n'a plus d'insectes pollinisateurs, donc on est obligé de le faire à la main. C'est une petite opération chirurgicale qui se passe bien, mais qui est un peu délicate. Et si ça marche, après on a la gousse qui se forme. Donc là, elle est au stade où elle va commencer à mûrir. Et il reste la fleur dans le bout. Donc on en a réussi quelques-unes. Donc là, c'est la vraie vanille Bourbon qu'on utilise dans le commerce. C'est la variété fragrance. Vas-y. L'arbre aux œufs, le Sifomandra, plante du Mexique. Vous voyez là. Donc ça, quand il est mûr, ça ressemble à un œuf. Vous voyez, il n'y a pas que les poules qui pondent des œufs, il y a aussi les arbres. La famille des acanthaceae, très intéressante. Là, on a le Jacobinia. Hampe florale verte, fleurs roses. De la même famille, la Belloperon gutata, ou Justicia, qu'on appelle aussi la plante crevette. De loin, ça fait penser à des crevettes. Le Pakistakis lutea. Donc là, c'est flagrant, l'épi jaune, la fleur blanche. Alors, plante du Pérou. Le Pandanus veitchi, qu'on appelle aussi la plante cave. Grâce à ses grandes racines qui vont lui servir à aller au sol pour se nourrir, mais aussi pour se tenir debout, comme un pont au banné. Par contre, ce qu'on utilise, c'est les feuilles. Une feuille comme ça, à Madagascar, on la coupe et pendant un an, on peut la conserver. Donc il la tresse pour faire des toits de cabane, des paniers, des paravents, des chapeaux. Une plante intéressante, mais très envahissante. La vigne marronnier, on appelle aussi la pêche de la forêt tropicale. Car si on ne la coupe pas, elle étouffe. Même les grands arbres, en les prenant comme un serpent. Donc toutes ces poireaux-là, il faut les couper une fois par mois. Une plante très connue, le bananier géant d'Afrique du Sud. Celui-là, c'est celui qui monte le plus haut. Mais le bananier, c'est une herbe géante, c'est pas un arbre. Ça, c'est une pousse d'un an. Donc là, on a la fleur. Maintenant, à l'étape du régime en pleine production. Donc là, entre la fleur et qu'on récolte, il se passe 9 mois. Là, on est au stade que les bananes sont formées, on attend que ça mûrisse. On va récolter environ une bonne soixantaine de bananes. Là, la récolte se fait. Vous voyez, on a déjà coupé quelques-unes. Là, il y en a deux de jaunes qu'on va pouvoir consommer assez vite. Maintenant, une plante qu'on peut manger la racine, le Xanthosoma, ou taro. En Afrique, aux Antilles, on mange ça facilement. Une plante originale qu'on appelle le Calocasia ou oreille d'éléphant, très toxique par sa sève. Une plante d'Amérique tropicale, le Jatropha.
qu'on appelle aussi la plante corail, car sa fleur est vraiment comme un corail. Une plante aussi qu'on consomme, l'ananas. Alors ça, c'est la variété panachée. Il fait un fruit rouge au-dessus, mais qui sert qu'en art floral. Le vrai ananas, c'est celui-là et celui-là. Donc là, il faut qu'il grossisse encore, qu'il double pour faire son fruit. Mais on en a déjà récolté. Hein. L'an dernier, on en a eu un très beau. Alors là, le clou du spectacle de la visite, c'est le bassin où vit le nénuphar géant d'Amazonie, la fameuse Victoria clusiana. Donc ça, c'est une plante annuelle. On la sème au printemps et elle meurt à la Toussaint. Dans ces 9 mois de culture, elle fait des feuilles géantes qui vont jusqu'à 1,80 m. Et elles peuvent supporter un poids de 50 kg. Un adulte pourrait traverser, mais sans s'arrêter, en visant bien. Par contre, un enfant jusqu'à 10 kg, on peut le poser sur une feuille, ça lui fait une petite barre. Après, tout part du cœur, là on n'a qu'un pied. Alors une feuille, et tous les 2-3 jours, il y a une fleur. Alors là on voit un bouton, donc demain elle va fleurir, le matin elle est blanche, et elle est femelle. Là si elle enferme un insecte, elle garde toute la journée pour faire la pollinisation. Et le soir, elle se rouge, elle est mâle et elle est violette. Et là, elle laisse échapper. Et s'il y a une fécondation, après, elle fait ses graines qu'elle va lâcher au fond du bassin. Donc elle vit dans une eau à 30 degrés et dans une terre très riche en matière organique. Et là, il y a 3 mètres cubes de terre et il y a du fumier, du sang desséché, de la force torréfiée, des scories, enfin beaucoup de matière dopante. C'est pour ça qu'elle arrive à faire tout ça dans la saison. Alors on a d'autres plantes intéressantes au bord du bassin. Par exemple, là on a une belle graminée, du riz. Le riz, 2 variétés, un autrier à feuillage rouge. Là on a les lotus. C'est un nénuphar aussi. Alors la particularité du lotus, c'est que si je mets de l'eau dessus, l'eau ne tient pas. Oui, ça fait comme des perles. C'est très joli. L'eau glisse dessus. Donc c'est intéressant. Actuellement, on est en train de rechercher pour faire des habits imperméables. Alors ça fait une très belle fleur rose. Et là, on en est au stade de la graine. On voit sur celui qui est là-bas des petits fruits en train de mûrir qu'on appelle les pommes d'arrosoir. Là, je suis au pied de la cascade, mais je touche un faux papyrus qu'on appelle le cyperus. Et l'arbre qui est là, c'est le palétuvier qui vit dans les mangroves avec ses racines qui plongent dans l'eau. Le vrai papyrus du Nil, avec lequel on fait le papier. C'est avec la tige, là qu'on coupe en fines lamelles, qu'on presse. Et en faisant plusieurs couches qu'on presse, ça arrive à faire du papier. Alors il vit au bord de l'eau, mais pas les pieds dans l'eau. Voilà, le vrai papyrus. Dans cette eau à 29-30 degrés, quelques poissons vivent, des poissons rouges, mais aussi des guppies et des platies, il y a même un scalaire. Donc là, pour eux, c'est la pleine mer, ils sont heureux comme tout. Ils sont pleins. Alors là, on va faire l'opération de la feuille de Victoria qui est décomposée, qu'on va supprimer pour que celle-là profite. Donc c'est une petite opération qui se passe bien, mais ça pique. Donc là, je tire, je coupe un maximum. Vous voyez, il y a plein de petits cols. Je mets ça comme ça. Et là, je prends la fourche pour la tirer. Donc c'est une petite opération. Voilà, parce que le dessous est très joli. Hop, regardez ça. C'est un peu comme une couverture mouillée, c'est assez lourd. Mais alors, c'est très joli. Et grâce à ces nervures qui sont remplies d'air, qu'elle peut tenir dans l'eau, sur l'eau.
poules sont très faites qu'elles peuvent supporter 50 kg. Voilà. Je vais vous la mettre par terre pour que vous ferez comme quoi c'est beau. Regardez, comme si j'avais sorti un alligator de l'eau. Et ça pique, hein, on voit bien les... C'est très joli. Une très belle orchidée, la Vanda tricolore, plante épiphyte. Ces racines adventives qui vont chercher l'humidité de l'air. Une plante magique, la sensitive ou Mimosa pudica. Dès qu'on la touche, regardez, elle se referme. C'est un moyen de défense pour ne pas se faire manger par des bestioles des forêts tropicales. D'un seul coup, la sève redescend dans le pied. Au bout d'un quart d'heure, la sève remonte et redonne vie à la plante. Alors, moindre souffle d'air ou qu'on lui touche. Voilà. Le bananier nain de Chine, Cavendish, avec son régime en train de se former. On voit les premières bananes, la fleur, les premières bananes, et ça va continuer de descendre. Elles sont très bonnes, meilleures que le grand qu'on a vu tout à l'heure. La canne à sucre qui monte le long des carreaux pour faire le rhum ou le sucre de canne. Donc là, elle est grande car elle est pose intempéries, elle a tendance à grimper. L'hibiscus panaché de Chine, très beau feuillage avec ses fleurs rouges magnifiques. Une plante consommable en Asie, le poireau d'Asie, Crinum asiaticum. Voilà. Dans son pays, on les mange comme chez nous. Donc avec des poireaux comme ça, on invite tout le village. Une autre plante intéressante, le Pandanus utilis. Comme l'autre de tout à l'heure, la plante cale. Et là, c'est flagrant, on voit bien qu'il fait de l'aubanage pour se tenir debout. Car les têtes sont très grosses. Et elle pousse en spirale, ça fait que dès qu'il pleut, l'eau fait ça, et vient arroser le pied. Donc, il y a des feuilles mortes qu'on peut utiliser aussi à Madagascar. Une plante très cultivée, le cotonnier. La fleur est fanée, il y a eu fécondation, on a la bode en train de se former. Quand elle sera mûre, le coton va s'ouvrir et éclater. Une fougère arborescente par son tronc qui peut monter à 4-5 mètres à la Réunion, quoi, le Dixonia. Très belle fougère. Cette plante-là, c'est ni une fougère ni un palmier, c'est le cycase. Et son originalité, c'est que les dinosaures mangeaient de cette plante-là. Donc ses ancêtres ont connu les dinosaures. Très costaud. Une plante très utilisée, le caféier. Alors là, c'est l'arabica. Donc là, il y a les fleurs et on a un petit fruit qui est formé. Et dans cette fruit vert, il y aura 2 grains de café plaqués. Il faut attendre qu'il soit rouge comme une cerise. D'ailleurs, on appelle ça la cerise. Très belle fleur en épi rouge, le balisier, Heliconia. Donc ça, en Guadeloupe, ça sert en art floral où les gens qui voyagent ramènent une fleur dans l'avion, ils gardent ça 1 mois chez eux dans un vase. Le très beau Asplenium nidus, fougère. Nous allons franchir la serre aux épiphytes, où nous allons retrouver les plantes carnivores et toutes les plantes qui vivent que de l'humidité ambiante. Une plante carnivore, la Nepenthes, qui vit à l'île de Bornéo. Comme là-bas les sols sont pauvres, la plante pour vivre a développé ça dans le bout pour se nourrir. Donc dans l'urne, elle sécrète un liquide sucré qui attire les insectes, ils se noient. Après, elle sécrète un acide qui va les digérer. Et une fois qu'elle a une soupe de mouches ou d'insectes, grâce à la tige derrière, ça lui sert de paille pour se nourrir. Voilà. Et aussi la couleur attire les insectes et il y a aussi une odeur de carne. Le sapin de Noël tropical, l'Araucaria,
très doux par rapport à son cousin, le désespoir des singes. Il est très méchant. Tout en haut, une nouvelle liane, l'alamanda, avec ses belles fleurs jaunes. Par contre, sève toxique également. Fleurit presque toute l'année. Une très belle fougère épiphyte, la corne d'élan. Comment ça marche? Alors, normalement, elle vit sur une fourche d'arbre, hein, et elle capte que l'humidité de l'air, elle n'est pas parasite. Elle fait des feuilles vertes qui se plaquent, qui s'empilent les unes sur les autres. En dessous, ça pourrit, ça lui fait son terreau. Dessus, on peut avoir une nichée de perroquets ou autre, des petits cacas là-dedans, ça donne à manger à la plante. Et les feuilles qui ressemblent à des cornes d'élan, dans le bout, on a les spores, comme c'est une fougère. Et elle continue de vivre comme ça, elle grossit, c'est des pieds qui ont environ 50 ans. Une très belle plante utile également, le thé de Chine. Donc c'est les nouvelles feuilles qu'on cueille. Et il est de la famille des camélias. Quand il fleurit, ça fait une petite fleur blanche comme un camélia. Très belle plante de la famille des aracées, le caladium du Brésil, qu'on appelle aussi la palette du peintre, grâce à ses couleurs là, qui sont pensées. L'arbre broméliacé, qu'on appelle les tillandsia ou cheveux d'ange, donc beaucoup d'humidité ambiante. Lorsqu'il est humide, il triple son poids. Alors là, on a plusieurs variétés. Il y en a même qui fleurissent rose sur du bleu, très joli. À la mode en ce moment dans les jardiniers. Une orchidée assez rare et très délicate, dans les plus chères, la vanda bleue. Très belle orchidée épiphyte, hein. On voit qu'elle vit vraiment de l'humidité de l'air. Vous voyez, pendue comme ça. Voilà. Très jolie. On peut la trouver dans la nature, il faut chercher. Très belle orchidée également, le sabot de Vénus. Là, ça fait vraiment penser à un petit sabot. Voilà. Il faut reconnaître que les orchidées, c'est ce qu'il y a le plus au monde comme variété. On a un autre modèle ici également, très joli. On en a aussi dans nos Alpes, le fameux sabot de Vénus qui est protégé. Une plante grimpante également, l'aristoloche, ou fleur pélican. Alors un peu spéciale, la couleur fait penser à de la viande en décomposition et elle dégage aussi une odeur de carne, donc pour attirer les mouches qui rentrent à l'intérieur pour aller féconder la fleur. Alors derrière ça fait comme un siphon. La mouche rentre, quand elle rentre il y a des petits poils qui se redressent, qui l'emprisonnent. Une fois qu'elle a fécondé la fleur, les poils se referment et elle peut s'échapper. La vanille, on enlève les pétales pour pouvoir travailler à l'intérieur de la fleur. J'enlève aussi ça, toujours fécondation artificielle. Et là, je fais passer, voilà, hop, j'appuie pour faire pression, mettre le pollen sur le pistil. La chaleur de mon doigt va faire la pression. Voilà, fécondation de la vanille. Et là, si ça marche, on voit les gousses en formation. Groupe des premières vanilles fécondées qui sont en formation. Voilà, la fleur qui est fanée. Alors ça, c'est la pompona qui est non consommable. Très belle passifleur tropicale, d'un rouge sang superbe. Pour terminer, la visite des serres, la promenade des Anglais de Sens avec ces très beaux phénix qui sont de 1940, à rentrer l'hiver.